Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait très longtemps, c'est la première fois je crois du mois de décembre qu'on stream, si je ne dis pas de bêtises, donc ça commence à dater un petit peu, il s'en est passé des choses depuis, wow. Ah déjà je me fais agresser, super. Euh, Merci beaucoup à Phoenix S29 pour le Prime et à Homero pour son 10e mois consécutif de Prime. Merci beaucoup à vous deux. Je vais en profiter aussi pour remercier les follow. Merci beaucoup à Onoshito, à Terra500, Alex, 18012, enfin oui, 1801 2002 j'imagine, Yazoo93, PJ04, Nigo DLR2, Culupe 2006 et je crois que je me suis rattrapé. J'ai dû remercier tout le monde cette fois. Donc, évidemment, on va parler évidemment de cette année 2024, car on n'a pas fait de live depuis je crois le Qatar, même avant le Qatar, on avait fait la preview du Qatar, c'est ça. euh, Merci beaucoup à Julien Nviave pour son sub 4e mois consécutif. J'ai crevé un pneu vendredi, j'espère que la même n'arrivera pas à Isaac l'an prochain, on attend toujours l'officialisation ici 1. Oui, on attend l'officialisation, je suis d'accord, moi aussi j'attends l'officialisation. J'attends l'officialisation. J'attends que voilà, tous les dominos tombent, mais a priori, franchement, au vu de plusieurs sources différentes, ça paraît quand même vachement bon pour Isaac Adjar, et je parle vraiment de sources internes que j'ai, que voilà. Donc évidemment, malheureusement, ça provoquera une inondation dans l'appartement de Vettelspin, une inondation de larmes, malheureusement, mais force à toi. Ce soir peut-être, c'est mon espoir. En vrai, moi ouais, j'ai espoir. On sait pas, hein, peut-être pendant le live on va avoir une dinguerie, hein, mais on va peut-être avoir une dinguerie. Je sais pas. En fait, voilà, pour moi, de ce qu'on m'a dit, Isaac Adjar en F1, c'est signé, mais je ne sais pas la date de l'officialisation. Voilà, a priori, selon un peu tout le monde, ça sera cette semaine. Oui, voilà, ça sera cette semaine. On rappelle que Isaac Adjar, avant Yas Marina, il avait dit que dans les 2 semaines, ce serait bon. Merci beaucoup à Lucas1093 pour son sub. On remercie beaucoup le CM d'Isaac Adjar fans. Comme avec Théophile, ouais, non, c'est ça, bah c'est ça, c'était génial d'avoir pu avoir une annonce d'un pilote français en F3 en live, c'était exceptionnel. Alors, vous imaginez une annonce d'un pilote français en F1, c'est chose qui n'est pas arrivée depuis 7 ans et demi. 7 ans et demi. Enfin, j'avais coché lundi 16 à 19h, et bah on fait ça, hein. On fait ça, hein. Percy qui va pouvoir acheter des canettes Red Bull pour célébrer. La dernière fois que j'ai acheté une canette Red Bull, parce que je déteste ça, hein. Je déteste. Et pourtant, enfin, j'aimerais bien aimer, puisque bah n'empêche, ils recrutent pas mal de pilotes français et tout. Mais bah j'ai beaucoup de mal, quoi. Il est où ton bronzage? Eh oh. En vrai, si. En plus, je suis beaucoup plus bronzé. Si. Depuis Gasly en 2017, c'est ça. Ouais, c'était le Grand Prix de Malaisie. Ça commence à dater un petit peu, hein. La dernière fois qu'on a eu un pilote français, un nouveau pilote français sur la grille de départ, ça commence à dater puisque ouais, je commençais ma première année de médecine, je sortais du bac. Ça commence un peu à dater. C'est vrai que c'est dégueulasse la Red Bull simple. Bah après, si vous avez des choix des canettes de Red Bull qui sont meilleures que d'autres, moi je connais que la Red Bull normale et c'est pas super bon. Ça rappelle vraiment les soirées qui finissent mal, quoi. Ça passe, enfin voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, pas pour les plus jeunes d'entre nous ici sur le chat, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc si voilà, peut-être, il y aura peut-être voilà, quelque chose à célébrer très bientôt. Les monsters c'est mieux, oui, mais du coup ça va pas le faire. Les essais de Isaac avec la en 20, tu en penses quoi? Ah, avec la RB20, il n'y avait pas grand chose à dire. Alors oui, il est devant Yuki Tsunoda, il est devant Yuki Tsunoda sur la feuille des temps, mais honnêtement, il n'y a franchement pas grand chose à dire. Ce qui est important, c'est qu'il n'ait pas fait d'erreurs, de crash, de trucs comme ça. Il n'a pas provoqué de drapeau rouge. Donc ça, c'est très bien. Après, voilà, d'un point de vue extérieur, ça a l'air de s'être bien passé. Maintenant, voilà, c'est dur d'interpréter plus que ça, parce que évidemment, on pourrait faire les gros comptes Twitter putaclic qui vont sortir. Isaac Adjar a foudroyé Yuki Tsunoda, c'est lui qui mérite d'aller chez Red Bull. Non, enfin voilà, c'était pas du tout. Par exemple, Yuki Tsunoda, il était avec les pneus Pirelli 2025, enfin ils étaient même pas sur les mêmes pneus. Il doit y avoir tout plein d'autres réglages qui ont dû être différents aussi.
Voilà, c'est franchement difficile d'interpréter quoi que ce soit. Ça a l'air de s'être bien passé. Est-ce que ça s'est passé magnifiquement bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est bien passé et c'est le principal. Puisqu'il y avait quand même un risque que, voilà, si ça se passe mal, on se dise ah bon, bah, finalement, on va peut-être pas te mettre en F1 finalement. Voilà, mais selon les sources que j'ai, Isaac Hadjar en F1, c'est bon. Mais voilà, je suis comme vous, hein, tout le monde me dit que c'est bon, ok, mais je serai soulagé que quand j'aurai l'officialisation officielle, j'allais dire. Tsunoda, l'espoir renaît légèrement pour un baquet Red Bull avec les déclarations d'Helmut sur son feedback. Les déclarations Red Bull, les déclarations d'Helmut Marko surtout. En fait, le souci, et c'est d'ailleurs, bah, c'est le souci de Red Bull en fait, c'est le souci de Red Bull de manière générale, c'est qu'il y a un clan Christian Horner, il y a un clan Helmut Marko. Christian Horner, il est en mode FC Liam Lawson. Helmut Marko, il est en mode FC Yuki Tsunoda. À la rigueur, FC Hadjar, mais Hadjar n'est pas trop normalement dans cette lutte-là. Donc il y a tout plein de déclarations d'Helmut Marko qui a dit que par exemple Tsunoda justement aux essais il avait fait super bien, il en avait impressionné beaucoup plus d'un en interne, etc. Mais déjà Tsunoda il a besoin de se vanter lui-même. À partir de ce moment, de ce moment-là, ça pue vraiment pour lui. Ouais, oui, je sais pas exact. Oui, j'ai vu ça aussi ce matin sur Twitter. Je sais pas exact. Enfin, je me rappelle plus les mots exacts qu'il a dit, mais ça fait vraiment en mode. Vous avez vu, j'étais super fort, quoi. Bah, c'est pas à toi de dire ça, c'est pas ta place, mais bon. Si Hadjar n'est pas en F1, c'est la faute de Gilter. Ah non, on a retrouvé les bots, les bots anti-Gilter. Liam Lawson, il est sympa, il a un truc, mais apparemment, il est très moi-jeu, il est pas team player, et c'est ce qui plaît à Horner. Ouais, le truc, enfin, pourquoi pas? Le truc, c'est que tu le mets à côté de Verstappen, donc si t'es pas team player à côté de Verstappen, à moins que, à moins qu'il y ait un bouleversement, comme un Ricciardo qui bat Vettel en 2014. euh, bon, coffre de la hype, c'est quoi ça? Émoticône, soit. Et merci beaucoup à Batchi28 pour son prime, merci à toi. Bon, j'ai gagné une emoji, je sais pas, ok, bah c'est cool, sympa. Partagé, non, oui. Très bien, je sais pas comment ça marche, je suis toujours un boomer de Twitch, moi. Je comprends pas trop le choix de mettre Lawson à côté d'un Verstappen, mais bon, c'est toujours mieux que Tsunoda. Euh... Enfin, vous connaissez mon avis dessus, hein, j'en avais déjà parlé, mais pour moi, voilà, il faut mettre Tsunoda, surtout que Honda se barre dans un an, donc au pire, voilà, tu tentes un coup avec Tsunoda, t'as rien à perdre. Lawson, t'as le risque de lui brûler les ailes. Je suis pas super chaud, mais Lawson, c'est aussi un pilote qui sait s'adapter extrêmement rapidement. Euh, je voilà, il sait s'adapter rapidement, mais je pense pas qu'il ait ce plafond pour aller vraiment se battre avec les tout meilleurs, quoi. Exceptionnel, hein. Exceptionnel. Waouh, chouchou, quoi. Incroyable. Bref. Maître Tsunoda s'est donné des datas gratuites à Aston Martin. En soi, bah, des datas gratuites après entre 2025 et 2026, les voitures seront tellement différentes, je suis pas sûr que ça change, que ça va tellement les aider que ça, quoi. Euh, Oui, non, mais Lawson, c'est un pilote qui s'adapte extrêmement rapidement, qui peut être très très bon. Il sera pas mauvais. Je pense qu'il sera jamais mauvais. Mais le fait est, comme vous le dites, que c'est pas trop un team player. Enfin, en fait, je le vois pas concurrencer Verstappen, à moins qu'il y ait une énorme surprise. Alors, évidemment, il pourrait toujours y avoir un truc, je sais pas qui avait dit ça, mais oui, il y a un monde où Verstappen nous fait une Rosberg. Pour moi, s'il nous fait une Rosberg, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il a, surtout avec l'année 2025 qui arrive, il va vouloir avoir encore plus de concurrence, etc. Je pense voilà, il va vouloir rester. Je pense au moins aussi qu'il va attendre 2026, la nouvelle réglementation, savoir comment ça va se passer, etc. Après 2026, là je dis pas. Là par contre, c'est possible qu'on perde la même année Verstappen, Hamilton, Alonso, hein. Lawson qui va chez Red Bull alors que Pourchaire a passé sa carrière à Le Tord. C'est pas moi qui gère la carrière de Pourchaire, hein, ça faut voir avec Sauber. Hein, mais... Bon, écoutez, on va reparler un peu d'Isaac Hadjar et compagnie, vous en faites pas. Vous ne vous en faites pas, on a bien sûr préparé. Puisque de base, on est là pour débriefer l'année aussi. Évidemment, il y aura peut-être... Enfin, voilà, on espère qu'à tout moment, on s'interrompe en plein débrief de F4 France pour dire Isaac Hadjar chez Ricard en F1. Évidemment, on adorerait voir ça. Mais
Voilà, enfin, je peux pas savoir. Je... Non, mais c'est le même qui gère la carrière de Jules. C'est pas super rassurant de savoir ça. Lawson a commencé la monoplace à 14 ans dans les championnats obscurs. Oui, bah dans les championnats néo-zélandais. En Formule Ford 1600, quelque chose comme ça. Il a gagné 14 victoires en 15 courses, je crois. Pas mauvais. Pas mauvais pour des débuts. En parlant de manager, Justy est rentré dans une agence de management, je crois. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, quand Justy était passé sur la chaîne, puisqu'on l'avait interviewé il y a quelques mois, pendant la pause estivale, ses anciens managers, c'était Teddy Riner et Tony Parker. C'était il y a quelques années. Riner et Parker avaient lancé une agence de management avec tout plein de sportifs divers et variés, pas que de judo ou de basket. Et donc il avait été l'une des premières recrues de cette agence qui au final n'est pas allée très loin malheureusement. Donc Justy était sans manager depuis l'an dernier. Et là, il a rejoint The Grid, l'agence de Guillaume Le Goff, qui est l'agence du manager de Pierre Gasly, qui est l'agence du manager de beaucoup de pilotes, je sais pas, Kouchmaini, Enzo Dellini, voilà, il y a tout plein de pilotes comme ça. Je crois Fred Makowiecki aussi, Nathan Tai, oui, qui est en F4. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très intéressant pour Alessandro Giusti d'avoir quelqu'un quand même. D'ailleurs, aussi Guillaume Le Goff aussi, qui est très proche, pas encore pour plus ou moins officiellement, qui est en tout cas très proche d'Isaac Hadjar aussi. Mais en vrai, ouais, enfin, moi j'étais trop hypé. Hein. Moi je crois que c'est même peut-être comme ça que j'ai vraiment repéré Alessandro Giusti. Pour la première fois, je crois en 2021, je l'ai vu faire un post Insta avec Tony Parker, je crois. Avec Tony Parker, je me suis dit, purée, ça claque hein, comme manager. Bon, au final, voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Et là, il prend vraiment, il aura comme manager un pro de la F1. Quoi. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour Giusti. Et Tony Parker, il gagne pas tout ce qu'il touche depuis qu'il a pris sa retraite de joueur. Je pense que je m'y connais pas assez en basket pour... Les gars, je vais passer pour un gros inculte, mais c'est qui Tony Parker? Je pense que je vais t'excuser parce que je crois que tu n'es pas français, mais purée, le plus grand basketteur français de l'histoire. Quintuple champion de NBA, je crois. Voilà. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Bon, on va commencer à parler de Formule 2. En fait, voilà. Donc, on va débriefer F2, F3, Freca, F4, F1 Academy très vite fait. En faisant un petit focus sur les Français, en faisant un petit conseil de classe. Percy, c'est qui le manager de Hadjar? Bah, je sais pas vraiment, parce que je sais que voilà, il est très proche de Guillaume Le Goff. D'ailleurs, on le voit parfois dans des plans de caméra de Canal+. Il est très souvent en train de parler avec Guillaume Le Goff, mais qui n'est pas son manager officiellement. Donc, je sais pas qui... Enfin... Ouais, qui est officiellement le manager? Je pense que c'est surtout les parents, c'est surtout... il a un coach, Pierre Sancinena, qui est un pilote alpine, Europa Cup. C'est qui Isaac Hadjar? T'as les pronostics de début de saison sur la F2? Non, je pensais peut-être refaire un live. Après. Genre un live dédié où je vois que je me suis planté, que je me suis planté en beauté. Depuis quand Sancinena coach Hadjar? Depuis grave longtemps. Hein. J'ai envie de dire comme ça, depuis limite la F3, voire la Freca, hein. Ça date. Hein. Ça date. D'ailleurs, Pierre Sancinena qui like parfois mes tweets, si t'es chaud pour une interview à un moment, une fois qu'Isaac sera annoncé, c'est avec plaisir, ça peut être super intéressant. D'ailleurs, le père d'Adjar est adorable, une crème et un mec super intelligent, je crois qu'il est physicien. Exactement, il est doctorant en physique quantique. Je l'ai... Il y a tellement de trucs, enfin il y a tout plein de petits trucs que je suis en train de préparer pour Isaac Hadjar, et du coup je suis en train de bosser sur plein de trucs, vraiment tous mes soirs je bosse sur Isaac Hadjar, puisque voilà, il y a un moment ça va sortir quoi, et il travaille avec des pilotes français, et Pierre Sancinena il travaille aussi avec un pilote de F4 France, Paul Roch je crois, il a pas fait une saison exceptionnelle mais... Ouais, depuis la Freca au moins je pense, Sancinena et Hadjar. Mais du coup, ouais, voilà, je tape sur tout plein de trucs, sur voilà, un article Winfield, sur Isaac, sur une vidéo YouTube qui viendra sur Isaac Hadjar, un TikTok, voilà, il y a tout plein de petits tweets, de petites stats, de petits machins. J'ai tellement hâte que ça sorte, purée!
Adjar, ce serait le premier pilote que tu as interviewé qui finit en F1? Non. Bah, ça dépend. Attends. Attends, je vérifie. Puisque en soi, non, Douane et Colapinto, je les ai déjà interviewés. C'était pas des interviews en 1v1. C'était pas des interviews en 1v1, c'était lors des interviews podcast qu'on faisait pour Feeder Series. Mais non, non, je crois que ouais, Colapinto et ouais, Colapinto doit être le premier, je pense. Je pense. Ce serait une grosse nouvelle pour la promo 2021 de Air-Race en Freca après Bortoleto et Maloney. Bortoleto, c'est 2022. C'était Adrien David. C'était le fameux Adrien David qui était avec Maloney et avec Adjar. Et Adrien David avait fini deuxième, Maloney quatrième, Adjar cinquième. Adrien David pointe au RN et Zen Maloney pointe en Formule E si je dis pas de bêtises et Isaac Adjar peut-être bientôt en F1. Bon, écoutez, on va quand même commencer peut-être la F2, puisque voilà, à 18h49, on n'a toujours pas commencé le live. Ça a causé un petit souci au bout d'un moment quand madame rentrera à la maison. Elle n'est pas encore rentrée. Alors, voilà, bon, malheureusement, voilà, il faut faire le deuil de ce titre de Formule 2. Gabriel Bortoleto a été sacré champion lors de la dernière course à Yas Marina. Dernière course à Yas Marina où voilà, le suspense est parti très 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 rapidement. Je vous jure, enfin, bon, j'étais un peu déconnecté puisque je pouvais pas regarder les courses. J'explique. Le week-end d'Abu Dhabi, j'étais en lune de miel aux Maldives et du coup, MyCanal ne fonctionne pas aux Maldives. Le saviez-vous? Donc, j'ai pas trouvé de lien facilement pour la F2 et donc je me suis dit, c'est pas grave, on va kiffer, on va regarder ça, on va pas regarder ça, on va juste voir sur Twitter de temps en temps. J'ai vu le départ, je me suis dit, ok, on va vraiment pas regarder. Champion du monde de F2? J'ai pas dit champion du monde de F2. J'ai osé dire ça? Si c'est ça, je suis désolé. Je suis désolé, puisque je critique beaucoup ceux qui disent ça. Bref. Donc Gabriel Bortoleto était champion, comme je l'ai dit aussi sur Twitter. Oui, attends, oui, oui, Adrien David qui a encore loupé le LMS. Oui, je suis d'accord. Puisque Homero, tu m'avais dit, ou quelqu'un d'autre aussi m'avait dit que Harry serait en European Le Mans Series, et au final, ils sont réservistes. Ils sont pas sur la liste des inscrits, ils sont premiers réservistes, donc ça veut dire qu'Adrien David ne serait pas en European Le Mans Series l'an prochain. Bon. Ouais, c'est un peu la piquette pour Adrien David. Petit aparté terminé, la chronique Adrien David est terminée. Gabriel Bortoleto a donc été sacré champion devant Isaac Adjar, les deux hommes forts aux deux... Ah, c'était en référence à Canal qui avait dit champion du monde de F2. Oui, non, moi je dis pas champion du monde de F2 quand même. Donc voilà, les deux hommes forts du championnat aux deux premières places, c'est le plus logique. Évidemment, on aurait forcément préféré Isaac Adjar champion. Voilà, bon, c'est pas grave. Paul Aron, 3ème, saison très irrégulière, mais quand même de très très belles promesses qui font que, a priori, Paul Aron ne reviendra pas en Formule 2 l'an prochain et du coup devrait faire une saison de réserviste, tout simplement, chez Alpine. Devant Zen Maloney, 4ème, qui a manqué la dernière manche pour se concentrer sur la Formule E. Jack Crawford, 5ème. Ouais, je suis d'accord avec... je sais pas qui l'a dit. Je sais plus qui l'a dit, mais genre Jack Crawford, 5ème. J'ai pas tant l'impression de l'avoir vu. Enfin, ouais, on l'a pas beaucoup vu. Mais au final, en vrai, ça a toujours été plutôt régulier. Il y a pas mal de podiums quand même. En vrai, bah, chapeau. Chapeau. Après, bon, voilà, 5ème sur sa saison de redoublant. Voilà, il est peut-être aussi un peu limité par la Dams, qui est peut-être pas la meilleure équipe, mais quand même une bonne équipe qui s'est défendue durant toute la saison. Au final, ça fait 5ème. Il va retripler, lui, par contre. Devant le prodige italien Andrea Kimi Antonelli, 6ème, le futur pilote Mercedes. Dams devait avoir une très bonne voiture au vu des performances des pilotes. Attends. En vrai, c'est très dur de juger. Enfin, Crawford, ça reste quand même, je pense, un pilote qui peut avoir... En fait, ce qui me fait un peu décrédibiliser la performance de Crawford, c'est l'excellente arrivée de Dino Beganovic. Donc oui, Dino Beganovic qui est 20ème, 20ème du classement en ayant fait seulement 2 week-ends, avec un podium. Et c'est vrai que le fait que Beganovic soit fort aussi rapidement,
ça... Ouais, c'est vrai que du coup la saison de Crawford elle paraît pas si reluisante là comme ça. Pas faux. Pas faux, pas faux. Et surtout, ça voulait surtout dire que Correa était bien à la rue quand même. Mais bon, enfin, voilà, après tout ce qu'il a vécu, après l'accident, etc., je pense pas qu'il soit encore à 100% de ses capacités. Il y reviendra sûrement jamais. Donc, voilà. Mais Beganovic, il a fait des débuts extrêmement intéressants en F2. Hein. Franchement, le remplaçant le plus enthousiasmant, clairement. Et ça contraste pas mal avec sa saison de F3, c'est sûr. Ou ne serait-ce que le Grand Prix de Monaco, de Monaco, j'allais dire, de Macao, où il a été complètement garé. Là, franchement, il finit très très fort. On a ensuite Andrea Kimi Antonelli, Victor Martin, 7ème, que j'avais prévu champion, je pense. Bon, bah 7ème, c'est bien, c'est une victoire. Bon, on va refaire le point, on va faire le point vraiment focus sur les Français, voilà, c'est fini. Hein. Surtout que Aaron lui est passé devant dans la hiérarchie de Alpine. On a ensuite Richard Verschoor qui a fait une énorme fin de saison. 9ème Franco Colapinto. Bah ouais, il a manqué les 4 derniers week-ends, mais il est quand même dans le top 10. Joshua Dirksen, le controversé Joshua Dirksen, mais quand même énorme saison de sa part avec 2 victoires. On a ensuite Denis Auger, Oli Berman qui a manqué 2 week-ends, l'air de rien. Kouchmaini qui s'est pris une sacrée tollée par son coéquipier. Voilà, j'aimais bien, voilà, j'aime bien le défendre, c'est un pilote indien, etc. Bon, voilà. 14e, Pepe Marty, qui a bien fini, qui a décroché sa première victoire à Yas Marina, et qui sera à surveiller, je pense, l'an prochain. Mais coéquipier d'Isaac Adjar, donc lui aussi, il s'est pris une tollée. 15e, Fittipaldi. Voilà, j'oublie toujours qu'il a fait la saison de F2. Zach O'Sullivan, 16e devant. Amaury Cordil, 17. Amaury Cordil, voilà, lui aussi, s'est fait prendre une tollée monumentale par Paul Aron, alors que Cordil a je ne sais pas combien de départs en F2. Correa, on en a parlé, compliqué. Devant Rito Momiata, compliqué, mais voilà, c'était sa première saison en Europe. Dino Beganovic, exceptionnel pour son remplacement, pour ses débuts. Pour Maini, j'ai une théorie. Bah, explique ta théorie. Comment Cordil a réussi à remporter un championnat de F4 même? Alors, honnêtement, la F4 espagnole, tard l'époque, c'était sombre. Hein. Amaury Cordil, c'est certes un champion de F4, et certes, il y a... La F4 espagnole, aujourd'hui, c'est peut-être la deuxième F4 la plus relevée actuellement. Mais Amaury Cordil, il a gagné en 2018. Déjà, il était avec MP Motorsport, qui était l'équipe dominante. Attendez, je fais une cap, je fais un partage là. Attendez. Enfin un partage. Qu'est-ce que je raconte? Félicitations à Fittipaldi qui remporte le prix Callan Williams de l'invisibilité. Non mais c'est tellement ça. Regardez, non mais Amaury Cordil, il a gagné de justesse devant le illustre inconnu Guillem Pourreau. Et devant Javier González, d'ailleurs Javier González a manqué un week-end, il finit à 12 points. Qui c'est Javier González? Je ne sais pas. Nazim Azman, qu'on avait vu en F3, je pense lors de l'année Adjar Martins. Patrick Schott, Rafael Villanueva, ça sort complètement de la série Jane de Virgin, ça. Petr Patacek, Kylian Meyer, Franco Colapinto, tiens, qui est arrivé, qui a fait un week-end, bam, il a directement gagné. Après, voilà, il y a des noms mythiques, Laszlo Toth, Rui Andrade. Bon, voilà, donc on comprend un peu plus pourquoi il a gagné, en étant dans l'équipe dominante, en étant, enfin, bon, voilà, que des cracks, j'aurais pas mieux résumé. J'aurais pas mieux résumé. Bon, quelle est la F4 avec le plus haut niveau? Italie, généralement, après voilà, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle plus haut niveau. On en reviendra quand on parlera de la F4 France, mais est-ce que tu prends le niveau moyen? Est-ce que tu prends le niveau moyen de toute la promo? Ou est-ce que tu prends que le top 3? Enfin, parce qu'au final, c'est vraiment eux les pilotes qui vont briller dans les années suivantes. Je sais pas, c'est pas évident. Mais généralement, de façon communément admise, c'est la F4 italienne, puis après Espagne, Grande-Bretagne, France. Globalement, voilà. C'est ces 4 F4 qui sont importantes. La F4 allemande pourrait revenir un jour. Pas impossible, mais on s'en dirige pas, quoi. Je vois un parallèle avec les saisons 2022 de Novalak chez MP qui a eu le malheur de partager le garage avec Drugovic. Cette année, Maini qui est dans la même équipe que Bortoleto, dont on a déjà des doutes niveau équité. Mais c'est pas la même équipe.
Enfin, c'est Virtuosi, là. Et puis après, Virtuosi, ils ont tout. Et voilà, Bortoleto était champion de F3, Kouchmaini n'avait pas les mêmes références. Voilà, j'ai longtemps défendu Kouchmaini et voilà, sa saison est pas non plus catastrophique. Et je pense que voilà, il y a quand même quelques podiums, il y a une victoire. C'est pas si catastrophique non plus. Mais voilà, c'est un pilote qui n'a rien à faire dans une académie de F1. Il peut avoir une très belle carrière. De toute façon, 13ème de F2, bah c'est honnête, hein, c'est honnête. Maintenant, voilà, c'est pas du tout du calibre de la F1. Et je pense que ça ne l'a jamais été, même si voilà, j'ai voulu me faire illusion en voulant avoir des espoirs un peu fous sur un nouveau pilote indien en F1, mais voilà, c'était surtout plus des rêves qu'autre chose, quoi. Dans une Virtuosi, c'est vraiment mauvais. Oui, je pense vraiment que la Virtuosi, c'est la meilleure équipe. Et je pense d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis pas très, j'ai jamais été très hypé par Jack Doohan, qui n'a pas réussi à gagner le titre dans une Virtuosi, qui n'a pas réussi à gagner le titre F3 dans une Trident. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis vraiment pas hypé par Jack Doohan. Le pire, c'est qu'on le revoit la saison prochaine. Oui, Kouchmaini qui rejoint Dams, si je dis pas de bêtises. Ouais, Kouchmaini qui revient encore. Non, il rejoint Dams, je crois. Je crois. Hein. On a ensuite Taylor Barnard. Bon, voilà, son talent n'a pas été reconnu à sa juste valeur en F2. Résultat, il a déjà claqué un podium en championnat du monde de Formule E et est devenu le pilote le plus jeune à monter sur un podium de Formule E. On a ensuite Roman Stanek qui n'avait plus de budget pour finir la saison, mais qui, comme par miracle, arrive à retrouver un backer en 2025 chez Invicta en plus. Enfin, oui, attends, oui, oui, c'est Invicta maintenant. Je sais pas d'où il arrive à débloquer son budget de façon aléatoire. Je trouve ça très chelou et pas sûr qu'il finisse la saison, mais voilà, on le reverra. Oliver Goethe, début quand même compliqué, franchement, je trouve. Devant Villa Gomez, incroyable. Il a fait toute la saison. Je sais même pas comment il a réussi à avoir des points et il arrive à être derrière des pilotes qui ont fait qu'une seule manche. On a ensuite Mansell qui a fait vraiment des bons débuts dans une Trident, Luke Browning, Gabriel Emini qui avait fait un podium à Bakou, John Bennett qui a été excellent. Hein, John Bennett, franchement, en passant de la F3 britannique à la F2, direct, bam, 4 points, chapeau. Fornaroli qui a fait son premier week-end, le tenant du titre de F3, Sian Shields, Esterson Cullen. Voilà. Esterson, d'ailleurs, c'est dommage qu'il soit derrière Sian Shields, puisque Esterson, c'était pas dégueu quand même ses débuts. Barnard, dans quelques années, on se dira quel dommage que la F1 ait laissé passer ce talent. Mais je l'ai toujours dit, ce pilote est énormément sous-coté. Hein. C'est... Voilà, il a jamais été dans les meilleures équipes, mais il a fait autant, minimum autant, voire même mieux, que Yuki Tsunoda sur une saison de F3 avec Genzer. Franchement, enfin, ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait jamais été détecté par une académie de F1, parce que purée, voilà, il avait le potentiel, mais bon, voilà, il aura un très bel avenir, et il a déjà un très bel avenir déjà en cours actuellement. En même temps, Tsunoda, les gars, Tsunoda, il a fait quand même 4 années de F1, un nombre incalculable d'entrées dans les points, etc. Voilà. Quelle saison attends-tu de Lindblad en F2 l'an prochain? Lindblad, donc qui va remplacer Isaac Hadjar. D'ailleurs, vous me dites s'il y a une annonce qui pop d'ailleurs à un moment. Mais ça n'a pas l'air. Non. Pour Arvid Lindblad, donc il va remplacer Isaac Hadjar, on aura donc un duo 100% Red Bull chez Campos. C'est difficile à dire, puisque évidemment, Lindblad, il a fait une saison exceptionnelle en F3, donc tout le monde s'attend à ce qu'il domine, ou en tout cas, qu'il domine son coéquipier, à ce qu'il se batte pour le titre, pour les victoires comme Isaac Hadjar l'a fait. Sauf que Arvid Lindblad reste un pilote extrêmement jeune. Il a 17 ans. Il a 17 ans et c'est un pilote qui est monté extrêmement vite, qui est passé de F4 à F3, puis de F3 à F2. Ça peut avoir des risques. Ça peut avoir des risques. Il n'a pas forcément peut-être tous les éléments pour pour performer, pour se battre pour un titre. Voilà, je le compare pas mal à Théo Pourchère ou à Liberman. Je pense qu'il peut y avoir des petits éléments qui peuvent manquer pour se battre dès le début pour une première saison. Donc je ne mettrai pas trop d'attente dessus. Ça peut marcher quand Anthony cette année
Oui, mais non, puisque voilà, comme je l'ai dit, Antonelli, lui, il a fait la Freca. Et pour moi, en Freca, tu apprends beaucoup plus sur la gestion de course, sur la gestion des pneus, sur pas mal, sur beaucoup de choses, sur la construction d'un dépassement, etc. C'est beaucoup plus. Alors, même si c'est que des courses de 30 minutes, c'est beaucoup plus ouais, voilà, de la gestion de course, alors que la F3, c'est plus du bourrin. Globalement, c'est plus un format sprint où tu peux remonter, tu peux dépasser, hop, 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 te faufiler. La Freca, c'est une voiture ultra galère à compliquer. Antonelli, il est passé par là et ça lui a, enfin voilà, il a eu les armes pour performer plus facilement en F2. Berman n'avait pas ces armes-là, Pourchaire n'avait pas ces armes-là, Lindblad ne les aura pas non plus. Donc voilà, j'ai tendance à rester un petit peu, voilà. Aussi, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille entre Pepe Marty et Arvid Lindblad entre coéquipiers Campos, puisque bah, tout simplement, il y aura très probablement un back-end libre fin 2025, car Yuki Tsunoda, ses jours sont comptés, vu qu'il ne tient sa présence chez Red Bull que grâce à Honda. Donc, clairement, il devrait y avoir une place de libre. Il devrait y avoir une place de libre. Ça peut ajouter de la pression sur les deux pilotes, sur Pepe Marty comme sur Arvid Lindblad. Maintenant, voilà, faut voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant, mais moi personnellement, je ne le vois pas se battre pour le titre, en tout cas dès la première année. Je ne le vois pas faire une Isaac Hadjar. D'ailleurs, Isaac Hadjar, sur sa première année, ça avait été très compliqué. Tonton Marco qui vient de dire qu'ils annonceront juste avant Noël. Putain, ça veut dire le 23 décembre peut-être. C'est le tweet de RBR Daily là que t'as. Puisque en vrai, dans l'article. Tiens, attends, il y a Helmut Marko qui parle d'Arvid Lindblad aussi. We are not looking for a new Max, we are looking for a new champion, and the next one which looks really promising is Arvid Lindblad. Il y a 2 ans, il disait la même pour Isaac Hadjar au sortir de sa saison de F3. Et voilà, Isaac Hadjar a eu une première saison de F2 très compliquée. Donc, voilà, mais de toute façon, c'est comme ça que ça marche, Red Bull. Hein. Ils mettent la pression à des pilotes de 17-18 ans. C'est aussi comme ça que ça marche, hein, le sport auto et même le sport de façon générale. Voilà, mais c'est pas sans risque, c'est pas sans risque. Et du coup, le tweet de RBR Daily où ils disent qu'ils vont annoncer juste avant Noël, bah, quand on lit l'article de motorsport.com, c'est la même citation qu'on sort depuis très longtemps en fait. We will be announcing news in the next few days about what the driver pairing will look like next year. There's a lot of speculation and transfer, enfin, blablabla. Bla bla. En fait, ce qu'on dit depuis des jours en fait. Donc, ça sera peut-être pas aujourd'hui, d'accord, mais juste avant Noël, je pense, enfin, voilà, il parle pas du tout de Noël. Hein. C'est la même citation. Pour l'instant, on a l'air de partir sur une nouvelle pendant la semaine. Moi, ce que j'espère surtout. Attendez, alors, on va revenir sur le truc de Xenon 4 juste après. Mais du coup, vu qu'on parle un peu d'Isaac Hadjar, comment dire. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'il y aura une annonce d'ici jeudi. Puisque jeudi, vous le savez peut-être, mais il y a les trophées du sport automobile de la FFSA. Il y a le grand gala de fin d'année de la Fédération française, auquel je suis invité, et petit flex. Et je sais pas, l'ambiance, elle sera un peu bizarre si Isaac Hadjar, il n'est pas encore annoncé, quoi. Enfin, j'ai du mal à... Ah, trop cool, Colin. C'est trop chouette. Bah écoute, ouais, exactement, on se verra là-bas. On se verra là-bas. Euh, donc, je m'en rappelle, puisque voilà, l'an dernier, ça avait été toute une célébration autour de Pierre Gasly, Esteban Ocon, etc. Ils avaient fait tous les deux des podiums avec Alpine, c'était cool, etc. Mais là, en fait, je sais pas trop comment elle va être en fait la célébration enfin de la FFSA puisque bah Gasly Ocon part de chez Alpine, le moteur Renault c'est bientôt dégagé, etc. Euh, et il y a peut-être un nouveau pilote français en F1 qui arrive, ok, mais il n'a pas été champion donc tu peux pas lui donner non plus un, enfin peut-être qu'ils vont le faire mais tu peux pas donner la récompense, le volant d'or FFSA, tu peux pas le donner trop à Isaac Hadjar qui a été que vice-champion de F2. Et tu peux pas non plus le célébrer tout de suite si il n'a pas encore été annoncé officiellement en F1. Du coup, je sais pas.
Voilà, j'espère qu'on aura une annonce avant le gala de la FFSA jeudi, et puisque sinon, bah ouais, ça va être bizarre. Ça va être bizarre et surtout, en fait, ça sera dommage puisque bah les gens vont pas se lâcher. Les gens vont dire, vont faire des petits sourires, vont faire des petits trucs comme ça, et puis bah voilà, sans tout expédier quoi. Donc bon, voilà, j'espère qu'on aura une annonce d'ici jeudi au moins. D'ici ce soir, ce serait bien aussi. Euh, L'année dernière, ils avaient donné un autre trophée, je me rappelle plus comment ça s'appelait, une sorte de vase en argent. Ouais, mais je pense que c'est la même chose, hein, c'est un volant, le volant d'or, non? Par contre, on veut toujours décerner le flop d'or à Mechachrome. C'est grave. Tu pourras approcher les pilotes directement là-bas? Ouais, ouais. Après, voilà. Petit instant anecdote. L'an dernier, donc j'avais été invité et il y avait notamment Gasly, Ocon, etc. Mais Gasly Ocon, bah, c'est pilote de F1. J'ai jamais parlé à Gasly Ocon. Même si je les suis depuis que j'ai 12 ans, je leur ai jamais parlé. Et j'arrive jamais vraiment à trouver le. Parce qu'évidemment, ils sont toujours pris, ils sont toujours. Enfin voilà, c'est des gars importants quoi. Et jamais j'arrive à vraiment les approcher. Et alors que je me barre de la soirée à minuit et quelques, là je vois la chance de ma vie. Je vois Esteban Ocon, genre à, je sais pas, 10 mètres devant moi, et il va dans le même parking souterrain que moi. Il descend, et je me dis, mais est-ce que c'est. Mais il est en même temps, il est avec sa meuf. Est-ce que je vais le déranger à ce moment-là? Ou attends, je vais le suivre de toute façon. Mais oui, voilà, on va payer. On va payer en même temps. Sauf que lui, en fait, il payait à la borne, donc il s'arrêtait pas du tout au même endroit que moi. Donc du coup, bah, j'ai laissé passer Esteban Ocon. Passer, là, comme ça. Et voilà, j'ai fait, je pense, à peu près 200-300 mètres. Juste derrière son Alpine. Il a une Alpine orange. Juste derrière son Alpine. J'ai fait le rond-point de l'étoile avec lui. Et ensuite, voilà, j'ai pas pu lui parler. Mais je l'ai suivi. Je l'ai suivi en voiture. Moi avec ma petite Renault Clio, lui avec son Alpine. Voilà, voilà. Donc peut-être j'aurai ma revanche sur Esteban Ocon cette fois. Mais sinon, les autres, les autres pilotes qui sont pas des giga restas, je peux les approcher quoi. Je peux les approcher. Je me rappelle notamment Alessandro Giusti l'an dernier qui m'avait confirmé, qui m'avait même révélé, non, oui, confirmé en tout cas que c'était bon, que c'était signé avec Williams, qu'il allait intégrer la Williams Driver Academy, alors que c'était pas du tout encore annoncé quoi. Donc il y a des pilotes qui sont plus ouverts que d'autres. Théo Pourchère par exemple, il était super ouvert. Isaac Hadjar, je lui avais pas parlé cette année-là, j'avais parlé pas mal à son père. Dommage, il n'y aura pas Masson. Ah, il sera aux essais d'après-saison de Super Formula Light, j'imagine. Tu te rappelles ce que je t'avais dit, ce qui se passerait si j'approche des pilotes français? De quoi? Vu que t'es un géant, ils te regarderaient tous ou... Bon, ouais, ah oui, c'est dommage, il n'y aura pas Esteban Masson. C'est dommage, parce que lui, il a fait une super année, lui aussi. Voilà, je sais pas trop qui y aura d'autres. Je sais pas trop qui y aura d'autres. Peut-être... Oui, Esteban Masson, exactement. Esteban Masson sur l'entry list. Mais donc voilà, je vous tiens au courant si j'arrive à approcher Gasly ou Ocon. Mais bon, voilà. Le seul volant d'or cette année, c'est Kevin Estre. Bah là, comme ça, c'est le nom le plus logique, je pense. Je vois pas d'autres qui seraient. Après, voilà, on peut toujours y avoir des petites surprises avec la FFSA. Hein. On rappelle que Jules Gounon n'a toujours pas le volant d'or. Donc je sais pas du tout. Mais oui, j'imagine Kevin Estre, oui. Kevin Estre et Colin Borro, je pense. Et honnêtement, voilà, s'il y a Isaac Hadjar qui est annoncé, je pense ils pèteront un câble et ils mettront Isaac Hadjar volant d'or aussi. Mais Dylan Est pourrait gagner le dépassement de l'année. Oula, tu penses à quoi là? Tu penses au dépassement sur Chester Kiefer à Dijon ou peut-être Gasly Ocon pour leur podium? Ouais, mais après les volants d'or, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont pas les avoir tous les ans non plus. Mais c'est vrai que oui, double podium, pourquoi pas, ouais. Ouais, sur Chester Kiefer quand il l'a sorti, ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Non, Jules Caranta, la pépite de dépassement qu'il avait fait sur Steven Hayden, ça. Dépassement de l'année, pour moi, c'est Doyle parfait. C'est vrai qu'en coupant tous les S de la verrière, ça c'est... Non, pas tous les S de la verrière. Non, c'est après, c'est Sainte-Baume. Sainte-Baume. Oui, c'est un dépassement osé. Bon, écoutez, voilà, pour en revenir à Isaac Hadjar, c'était franchement une année où il avait tout à perdre. Faut se remettre dans le contexte. Le gars, il sort d'une année F2 catastrophique.
il n'y a plus personne qui croit en lui, tout le monde dit qu'il est surcoté, Red Bull vire tous ses autres pilotes de F2, il vire, enfin, Iwasa il l'envoie au Japon, Fittipaldi, Auger, Maloney, Crawford, ils le virent tous, et ils gardent Isaac Hadjar, ils le promeuvent même pilote d'essai Red Bull. Voilà, il faut répondre sur la piste, il faut montrer que tu es digne de cette confiance. Et du coup, il y avait, voilà, en plus en allant chez Campos, une équipe qui n'avait pas joué le titre depuis des lustres, voire même des décennies limite, c'est énorme, c'est franchement énorme. Il a atomisé son coéquipier Pepe Marty, alors que Pepe Marty, lui, il avait beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de pression, moins d'expérience aussi, ce qui est normal, en fait, c'est le résultat logique. Mais Pepe Marty, il était aussi dans son équipe, il était dans son équipe maison Campos. Au final, Isaac Hadjar, il a fait de Campos sa deuxième maison très 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 rapidement. Voilà, donc que dire, voilà, je vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit sur toute l'année sur Isaac, mais il a fait juste une année de champion, en quelque sorte, une année de vice-champion, lol. Voilà, et on n'oublie pas tous les soucis de fiabilité, tous les innombrables soucis de fiabilité. Sans ça, il aurait eu le titre, puisque Bortoleto, à ma connaissance, il n'a eu aucun souci de fiabilité majeure, ou en tout cas pas autant que les soucis qu'Isaac a eu. Voilà, je pensais que ça allait s'équilibrer peut-être un moment, mais non. Oui, très beau geste de Hadjar sur le podium au Qatar, oui, qui met le drapeau de Valencia après les inondations, etc. Non, c'était très beau, mais c'était très beau, on sent vraiment qu'il a fait de Campos son équipe, sa famille, etc. Et voilà, c'est aussi ce genre de choses qu'on veut voir, puisque, comment dire, euh, Isaac Hadjar, en tout cas les pilotes enfin pour les gens qui ne le connaissent pas, qui le connaissent juste pour ses radios, puisque il est rigolo, ou parce que il arrête pas il arrête pas de hurler, il est vraiment insupportable, il est vraiment imbuvable ce type, et qui ne connaissent absolument pas Isaac Hadjar. Je me suis perdu je me suis perdu dans le sens de ma phrase, mais Isaac Hadjar, c'est bien plus que voilà, c'est radio. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à s'attacher des bonnes personnes autour de lui, et qui arrive vraiment à rassembler autour de lui, quoi. La saison la plus prolifique pour un Français en F2 GP2 depuis Gasly. Prolifique, j'ai un doute avec Pourchaire. Alors pas 2023 vu que Pourchaire n'a fait qu'une victoire. Mais j'ai un doute avec Pourchaire 2022, puisque Pourchaire 2022, il gagne pas mal, hein, aussi. Il fait vraiment pas mal de victoires. F2 2022. Mais c'est possible que ça soit la saison avec le plus de victoires d'un Français depuis pas mal de temps. Je sais pas. Théo Pourchaire, 2 victoires, 3 victoires. 3 victoires, hein, 3 victoires pour Théo Pourchaire en 2022. Et en 2021, de toute façon, je crois que c'est moins. Je crois que c'est 2 victoires. Donc ouais, hein, je pense depuis Pierre Gasly, on n'a pas vu ça. Hein. Pourchaire, c'était bien 2 victoires. Antoine Hubert, bon, malheureusement, c'était 2 victoires. Ouais, je pense que voilà. De toute façon, 4 victoires. 4 victoires et encore plus en course principale, ça s'est pas vu souvent. Voilà, il y a une victoire du record de Charles Leclerc. C'est pas dégueu quand même. C'est franchement pas dégueu. Tout ça avec une Campos. Donc, Campos a bien géré le changement de réglementation, etc. C'est sûr. Mais quand même, faut le faire. Et je pense vraiment pas qu'il avait la meilleure voiture. Et que Invicta et Hightech étaient quand même bien mieux. Isaac, c'est 5 wins dans mon livre. Oui, bah voilà, la course sprint de Melbourne, toujours pas digéré la pénalité. Hein. On n'oublie pas Monaco, en plus. Oh purée, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Russell avait pas autant de victoires en course longue. Non, le record en course principale sur une année, c'est Charles Leclerc qui l'a, c'est 5 victoires. Je sais pas combien avait Russell, mais c'est Leclerc qui avait le record. Ah, mais c'est vrai, purée, Monaco. Ah là là, si Durksen n'avait pas fait le con et provoqué une virtual safety car. Ah là là. Hadjar, avec la chance, il tape le record de win. Avec de la chance, il a le titre aussi. Enfin, non, c'est même pas avec de la chance, avec pas de malchance. Sans malchance, il gagne le titre, il a le record, etc. Russell et Piastri en avaient 4, ouais, c'est ça. Ça va, j'accepte qu'on ose comparer Isaac Hadjar à Russell et Piastri. Ok, c'est pas mal non plus. La France nation la plus victorieuse de l'histoire en F2 GP2, ça fait pas mal quand même là.
Oh, je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Bah, je pense déjà le Brésil est pas mal, rien qu'avec Drugovic et Bortoleto. Et puis tout. Puisque Royaume-Uni, ah ouais, Royaume-Uni, Russell. Et puis GP2, ah oui, mais attends, ouah, GP2, ça remonte jusqu'à 2005, puisque ça veut dire que tu ajoutes des gars comme Lewis Hamilton côté britannique ou Alexandre Préma côté français, ça commence vraiment à dater, ou Grosjean, Bianchi, etc. Bon, écoutez, donc Isaac Hadjar, c'est top, c'est génial, et purée, je check mon téléphone tout le temps pour que ça soit vite officialisé, et voilà, parce qu'en plus, voilà, j'ai tout plein de contenu, enfin, j'ai du contenu qui est prêt, j'ai travaillé dessus pendant le week-end, etc. Et voilà, j'attends que ça sorte, quoi, j'attends que ça sorte. Bon. J'avais envie de revenir sur cette petite stat que nous a offert Xelan 4, des petites stats qui nous en disent quand même pas mal. Rien qu'en qualification, bah, Hadjar, c'est le meilleur pilote. C'est le meilleur pilote qui s'est qualifié avec une. Il part en moyenne de la 6ème position, juste devant Bortoleto. On voit quand même que, contrairement à la F1, où souvent quand on fait la moyenne des qualifications, on arrive plus à des genre pour Verstappen, je sais pas, à 2,7 ou Norris 3,2. Je dis des chiffres au pif, hein, mais c'est beaucoup plus haut. Alors qu'en F2, forcément, c'est un peu plus, c'est un peu plus sujet à changement. Mais Isaac Hadjar est quand même le meilleur qualifié, le meilleur en qualification. Peut-être à 21h. Ouais, non, mais c'est ça, hein, mais c'est long, purée. C'est très très long. Bon, voilà, pour Isaac Hadjar, voilà, il y a 4 victoires en course principale. On voit d'ailleurs, quand même, j'avais l'impression qu'en deuxième moitié d'année, il y avait eu énormément de soucis de fiabilité, énormément de malchance, énormément de. Voilà. Au final, Isaac Hadjar fait quand même 3ème et arrive à récolter 86 points sur la deuxième moitié d'année. C'est beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que j'ai l'impression qu'il a eu. Ouais, il a un petit peu plus galéré. En tout cas, voilà, il y a eu un peu plus de choses contre lui sur la deuxième moitié d'année. Voilà, bon, classement des remplaçants aussi, ça c'est intéressant, parce que voilà, Beganovic, il a vraiment été exceptionnel. Hein. 2 week-ends, mais enfin un podium, 22 points, etc. C'est franchement ultra solide. 2 week-ends 0 pointé en plus. Oui, bah c'était juste après la pause estivale, Monza et Bakou. Monza où son moteur est d'une lenteur pas possible, voilà. Et Bakou où il y a le souci de frein en qualif avec son coéquipier PB Marty. Bon, voilà. Deuxième moitié, je comptais depuis Silverstone pour faire 7 rounds, 7. Ah oui, ok. Ouais, ok, mais quand même, hein, quand même. Je pensais qu'il serait un peu plus bas, Hadjar, mais bon. Et Aaron est super bas par contre. Aaron est super bas. Intéressant. Autre chose intéressante pour le classement quali, si tu fais le barème de la F1, genre pôle 25, Martin c'est P4 derrière Aaron, Bortoleto et Hadjar. Waouh, je sais pas comment t'as calculé ça aussi rapidement, mais intéressant. Intéressant. Et puis ça veut. Ouais, malheureusement, ça veut dire que la. Bah d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs à Yas Marina, Martin peut arriver à faire illusion sur un tour, genre à transfigurer sa ART, hein, d'ailleurs, petite habile transition. Il arrive à transfigurer sa ART sur un tour, il est capable de faire le miracle sur un tour, mais ensuite sur le temps long, bah tu peux pas faire ça sur 30 tours d'affilée en fait. C'est pas moi, c'est Alejandro Gil. Ok, j'avais pas vu sa stat. Mais donc, je pense que ART a quand même réglé pas mal de problèmes. On le voit, hein, de toute façon, voilà, maintenant il est capable de faire des pôles, ce qui n'était pas le cas du tout en début d'année. Mais en course, ça reste toujours compliqué. Je comprends vraiment pas le choix d'Anthony chez Mercedes. C'est-à-dire, il a rien montré. Oh. Alors déjà, Antonelli, il a montré aussi déjà tout ce qu'il a fait les années d'avant. C'est un peu bête, mais Antonelli, c'est pas que un pilote qui a fait 6ème de F2. Antonelli, c'est aussi un pilote qui a montré des performances genre complètement dingues, style Silverstone sous la pluie où il éclate tout le monde, la Hongrie où il éclate tout le monde. Quand il gagne bien, quoi. Et Antonelli aussi, c'est accessoirement un pilote qui a écrasé son coéquipier Oli Berman, qui était pourtant redoublant, qui était pourtant qui avait, oui, voilà, qui avait une année d'expérience en plus, qui est considéré lui aussi comme un crack.
Donc voilà. Après, je suis d'accord que aller directement chez Mercedes, ça reste pour moi précipité, mais c'est une année, je pense, un peu de transition quand même pour Mercedes 2025, car ils vont pas jouer le titre en 2025, hormis grosse surprise, mais le changement de réglementation, c'est en 2026. Le but, c'est d'être prêt en 2026. Et voilà, si Antonelli est prêt comme ça en 2026, c'est top. C'est top. Tu lui fais une année sans trop de pression. Voilà, le plan est clair en 2025. C'est Russell numéro 1, Antonelli numéro 2. Et on voit ce que ça donne, quoi. On voit ce que ça donne. Et voilà, je pense pas qu'il y aura trop de pression non plus sur ses épaules, puisque Mercedes ne va pas jouer le titre en 2025. D'ailleurs, si tu te demandes, Kimi a chopé une intoxication alimentaire, c'est pour ça qu'il a pas roulé. Ouais, ok, d'accord, merci. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un pilote payant. Qui, Antonelli? Comment ça, un pilote payant? C'est vraiment Mercedes et. Après, sa famille est bien, mais c'est pas trop un pilote payant, quoi. Enfin, après, tout le monde est un pilote payant en soi. Tout le monde est un pilote payant, tout le monde paye pour rouler en soi. Donc, comment dire, oui, voilà. Pour Victor Martin, j'ai envie de dire le highlight de sa saison, c'était vraiment le rookie test au WEC, où il a vraiment été le rookie le plus impressionnant d'assez loin. Voilà, je comprends toujours pas pourquoi il va faire une troisième année de F2. Quel intérêt? Il a déjà 23 ans. Voilà, je ne sais pas. J'ai d'ailleurs pas vraiment compris la dernière déclaration de Briator où il dit que ils vont se concentrer sur les pilotes qui ont un potentiel dans leur académie et il parle de Aaron, Mini et Martins. Je comprends pas. Est-ce que Martins reste quand même chez Alpine? Enfin, ou chez Alpine F1? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que pour moi, j'avais toujours compris que Martins ne ferait pas de nouvelle saison avec l'Alpine Academy, ou en tout cas pas avec Alpine F1, peut-être rester dans le giron Alpine en vue de l'endurance, ok, mais voilà, moi, ce que j'avais compris, c'est que il sortait du giron Alpine F1, puisque de toute façon, Aaron lui était passé devant, qui est 3 ans plus jeune. Euh, enfin voilà, Aaron lui est passé devant dans la hiérarchie, donc je comprends pas. De toute façon, Alpine, je comprends rien, honnêtement, qu'on soit clair. Donc, même s'il gagne la saison de F2 l'an prochain, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard, il faut se faire une raison. Le rêve F1 est passé et voilà, faut penser à la suite. Et en WEC, il a été ultra exceptionnel et je persiste à penser et à croire et à dire que Victor Martins a un talent monstrueux et que il méritait complètement la F1, quoi. Même dans le scénario où il est largement champion et que Douane dégage après une saison kata, il montera pas. Mais oui, non, il montera pas du tout. Il montera pas du tout. Ils vont faire monter Aaron ou ils vont aller chercher Colapinto ou voilà. Hein, c'est le rêve serait Cadillac mais MDR. Bah j'aurais pas mieux résumé. MDR. Non, mais en plus Cadillac qui va prendre des moteurs Ferrari en 2026. S'il y avait eu des moteurs Alpine, enfin des moteurs Renault, encore pourquoi pas, mais bon, bah, c'est plus le cas. Quoi, donc voilà. Allez, j'ai fait un petit conseil de classe et j'ai fait pareil pour la F3, pour la Freca, etc. Bruno Farmin est allergique aux bonnes décisions. Alors, oui, mais je me dis s'ils l'ont testé en WEC, enfin, il a fait plus de rookie test, enfin, comment dire, Victor Martins n'a, à ma connaissance, jamais testé une F1 actuelle. Victor Martins n'a jamais testé une F1 actuelle, il a testé que les F1 d'il y a 2 ans. Il a testé plus de WEC actuels que de F1. Donc pour moi, ça veut dire qu'il entre plus dans les plans d'Alpine pour le WEC. C'est comme ça que je l'interprète. Après voilà, j'ai pas non plus vu son contrat pour 2026 pour Alpine. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça a l'air de faire sens. Maintenant, qu'est-ce qui fait sens chez Alpine après? Durksen fraude. Ouais, dosé, puisque, enfin voilà. Alors, donc, félicitations du jury, Bortoleto, Adjar, je pense. C'était quelle Alpine le test en Belgique? Généralement, les Alpines qui testent, c'est les Alpines d'il y a 2 ans, les Alpines de 2022 ou de 2021. Donc, Bortoleto, Adjar, félicitations du jury, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est vraiment les deux qui ont répondu présent à tous les week-ends. Voilà, quasiment pas d'erreur.
voilà, toujours devant. Enfin, de toute façon, voilà, on l'a vu en qualification, c'est toujours eux les deux meilleurs. En mention très bien, Aaron, même s'il a été très irrégulier, ça reste une première année, etc. Blablabla. Antonelli, du coup, on a évoqué son cas. On a évoqué son cas avec des coups d'éclat très 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 intéressants et où il a écrasé son coéquipier. Et en plus, bah, il montait de la il venait de l'Africa. Durksen, voilà, je sais que évidemment ça fait parler. Mention moteur paraguayen magique. Évidemment, enfin, ça se voit, enfin voilà, ça se voit évidemment que le moteur, voilà, fonctionne beaucoup mieux que les autres, on va dire. Ça se voit, il a même quand genre Victor Martins a le DRS et que Durksen sans le DRS est plus rapide que Martins avec le DRS. Bon, alors évidemment le moteur fait pas tout, il y a d'autres réglages qui entrent en compte, la hauteur de caisse, etc. Mais quand même, voilà, voilà, je vais pas me répéter avec tout ce qu'on a dit, mais voilà. Quoi? Il se fait disqualifier des essais post-saison après un contrôle et ex qui en change pour le lendemain? Comment ça, mon ref? Il s'est fait disqualifier. Mais attends, mais ça a aucun sens. D'où la F2, il ferait un contrôle que maintenant. Il a un moteur, mais il n'y a pas que ça, sinon il ferait pas 10ème au championnat. Exactement, je suis d'accord. Donc, et Durksen, on rappelle, lui aussi, non, j'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout. J'avoue que les essais de F2, je rentrais des Maldives. Underweight. Ouais, mais underweight, du coup, ce serait pas un problème de moteur, je sais pas. J'ai mal à. Il y a un monde où il joue le titre l'an prochain, bah j'ai beaucoup de mal à y croire parce que Durksen, j'ai vraiment beaucoup d'estime en lui. Pour moi, c'est un pilote très sous-coté et alors je crois en lui, mais pas non plus au point de se battre pour la régulière au titre F2. Mais voilà, je pense qu'il peut, ouais, dans les bonnes conditions, ouais, voilà, faire des podiums, des victoires de temps en temps, etc. Voilà, sa saison est très difficile à juger puisqu'il y a ce biais moteur. Et très honnêtement, je ne comprends pas par exemple comment il peut battre Taylor Barnard. Pour moi, il y a un gros souci. Voilà, j'ai une énorme estime pour Taylor Barnard. J'ai du mal à comprendre comment Durksen a pu le battre. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile à interpréter Durksen. L'air de rien, en dehors de son énorme boulette à Monaco, ça reste une très. Enfin, il n'a pas fait de grosses erreurs. C'est très dur à juger en fait. C'est extrêmement dur à juger Durksen. C'est pour ça que peut-être que mon notable serait le plus, logique, puisque ouais, c'est dur de faire la part des choses en fait. Donc on verra ce que ça donne, mais honnêtement ça m'étonnerait qu'il ait de nouveau qu'il ait de nouveau un moteur qui respire mieux que les autres quoi. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on ait 2 années consécutives comme ça, puisque tout le monde l'a vu, quoi. Tout le monde l'a vu. À la rigueur, tu peux discuter sur Bortoletto, sur Aaron, etc. C'est moins flagrant. Durksen, waouh, 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 waouh. Crawford assez bien, il a pas du tout optimisé Adams. Bah en fait, je suis d'accord. En fait, j'avais pas vu les choses du point de vue Beganovic qui arrive et qui fout droit tout le monde. Puisque ça remet beaucoup de choses en perspective chez Dams. Hein. Qui aura le moteur magique l'an prochain? Les paris sont ouverts. Et en vrai, une petite trident, genre au hasard la trident de Sami Mektounif, je dis pas non, hein. Je dis pas non, hein. Ou Victor Martins. Mais Victor Martins, il a pas assez de chance pour ça, donc je pense pas. Quelque chose me dit que ce sera pas Martins. Oui, voilà, de toute façon, on le sait que ce sera pas Martins. C'est tout le temps comme ça. Donc, ouais, en mention bien, j'ai. Ah, Montoya, oh, grave. Oh, oui, tellement. C'est tellement lui qui. Oui, ça se voit. Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord de fou. Montoya chez Prema. Bon, en mention bien, j'ai mis Maloney, Crawford, Martins, Verschoor, Colapinto, Barnard, Mini, Bennett. Enfin voilà, j'avais envie de mettre Mini et Bennett qui ont fait vraiment des très très bons débuts, surtout John Bennett en arrivant de la GB3, c'est vraiment exceptionnel. Barnard, voilà, pour moi c'est un peu injugeable. Colapinto qui a dit toute son année que son moteur était un moteur de merguez, difficile à noter aussi, surtout quand on voit ce qu'il fait en F1. On voit bien qu'il y a une différence entre les performances en F2 et en F1. Bref, voilà. Bennett va faire quoi l'an prochain? Ça sera avec Van Amersfoort, mais on ne sait pas si ça sera de la F3 ou de la F2, puisqu'il a fait les essais de post-saison
F3 et l'essai post-saison de F2. Je sais pas, parce que voilà, nous on pense, enfin chez Feeder Series, on pensait que la F2, ça serait pour Santiago Ramos. Santiago Ramos, il a fait aucun essai, il a jamais piloté la F2, donc voilà. Et est-ce que ça libère du coup une place en F3? Je ne sais pas. Mais voilà, ça sera chez Van Amersfoort en F2 ou en F3. Voilà. Je sais pas trop. Puisque même par exemple, il a réagi à la dernière publication de Van Amersfoort qui a reçu son premier châssis de nouvelle F3 de 2025. Ils ont fait un petit post pour teaser ça, etc. Et John Bennett a réagi dans les commentaires. Ouais, donc qu'est-ce qu'il fait de la F3, de la F2 pour l'instant, j'en sais rien. Donc Crawford, c'est vrai qu'on pourrait le mettre en assez bien, je suis d'accord. Mais c'est dur de mettre un gars 5ème au championnat qui a explosé son coéquipier, mais son coéquipier c'était Correa, donc une place en F3 de libre, qui faut-il appeler Adrien? Ou pourquoi pas Esteban Masson qui fait son retour en monoplace, mais au Japon. Mais pourquoi pas Esteban Masson qui, moi je me rappelle, on m'avait dit qu'il avait fait des tests F3 vraiment, enfin GP3 ultra impressionnant. Mais bon, c'était voilà, son train est passé et voilà, il a l'air reparti vers une nouvelle aventure avec Toyota. Donc voilà, mention assez bien Marty, Berman, O'Sullivan, Mansell, Browning, Fornaroli. Franchement, Berman, j'étais à deux doigts de le mettre à passable et au final, il a quand même bien fini sa saison. Passable par contre pour Auger, Maini, Fittipaldi, Correa, Miyata, Stanek, Goethe, Esterson, même si en vrai, j'aurais peut-être pu le mettre un peu plus haut, c'était pas dégueu quand même. Et voilà, en finito, Cordil, Villagomez, de toute façon, quoi qu'il fasse, ces deux pilotes, je les mettrai là, je pense. Cian Shields aussi, enfin en fait, voilà, c'est des pilotes, je pense, qui peuvent pas trop changer de catégorie, peu importe ce qu'ils fassent, peu importe ce qu'ils font. Par contre, Masson, passer le temps d'adaptation, il va jouer le titre en Super Formula Lights. Ah bah j'espère bien qu'il va gagner même en Super Formula Lights, hein, ça serait, je vais pas dire attendu, mais enfin je l'attends. Je l'attends à ce qu'il gagne le titre, hein, comme Sacha Fenestraz l'avait fait en son temps, par exemple. Hein. J'avais pas vu pour Auger. Auger qui a lancé sa marque de caleçon. Waouh. Ça, c'est du pilote de formule de promotion comme on aime, ça. Bref. Assez parlé de la F2. Vous êtes sûr, il n'y a toujours pas d'annonce pour Isaac ou... Purée, ça serait... Ça m'énerve. Pourquoi ça prend tellement de temps? Et je me doute que vous me le diriez de toute façon s'il y avait une annonce pour Isaac. Je me doute. Question de tout à l'heure par rapport au pays avec le plus de victoires en F2. On a en premier les Anglais avec 30 victoires. Ensuite la Russie. La Russie, 16. Markelov, Schwartzmann. Et c'est tout, non? Ah, Sirotkin. Ah ouais, Sirotkin aussi. Oh bah purée, la Russie... Ah, la Russie, ça va être un peu plus compliqué en ce moment, mais... Ouais, Mazepin aussi, il a dû gagner. Ah, c'est vrai qu'il y avait... Ah, c'est vrai qu'avant avant l'invasion de l'Ukraine, il y avait quand même pas mal de pilotes russes, c'est vrai. En vrai. Ok. Mais c'est juste surprenant. Et oui, Petrov aussi, ouais. Brésil 15, France 4ème, 14 à égalité avec le Japon. Oh, bah, le Japon, je l'avais pas non plus sur mon bingo. Hein. Parce que t'as qui? Matsushita, Tsunoda. Iwasa. Ouais. Kobayashi peut-être aussi. Ok, bon, très bien. Écoutez, on passe peut-être à la Formule 3. On va commencer à aller plus rapidement, parce qu'au final, la F3, le choix de notre Robert me fera toujours rire. Russie into Israël. C'est vrai que bon, le pauvre en même temps, c'est pas lui qui choisit ses nationalités, hein, mais bon, bah, le gars il est russo-israélien. Bah voilà, c'est un peu compliqué quoi. Écoutez, donc la F3, enfin le reste ça va aller un petit peu plus rapidement quand même puisqu'on l'a déjà débriefé en partie. Fornaroli qui a donc été champion devant Gabriel Mini, Browning, Lindblad, Mansell, Beganovic, Goethe, Mektunif, Tramnis, Leon, Solop, Voisin, Van Oppen, Dunn, Boyar, Ramos, Montoya, Stensord, Bedrin, Smith, Esserson, Wurz, Wisnicki, Intrapufezak, Zagaceta, Lok, Stuka et Dufay qui sont les 28 pilotes à avoir marqué des points en Formule 3. Un petit focus sur notre français Sami Mektounif. Ouais, il n'y a qu'un français, ça va aller plus vite.
l'air de rien, c'est le seul pilote du championnat à avoir fait 2 victoires en course principale. Alors, évidemment, il y a les mêmes faiblesses que les années précédentes, c'est cette irrégularité de fou malade qu'on avait vu en Freka, qu'on avait vu au Moyen-Orient pendant l'hiver, qu'on avait vu... Voilà, c'est toujours très irrégulier, mais il n'empêche, c'est le seul pilote qui a gagné plusieurs fois en course principale cette année. Donc la vitesse, elle est là, le potentiel, il est là, mais voilà, ça fait un peu trop les montagnes russes, et voilà, on est obligé on reste un peu sur notre faim forcément, car il était chez Trident, et voilà, quand t'es chez Trident, t'as le potentiel pour faire mieux. T'as le potentiel pour faire mieux que 8ème, même si au final 8ème, c'est pas dégueu en somme. Voilà, 8ème avec 2 victoires, etc. C'est bien, mais on sent que voilà, il y avait facilement le potentiel pour faire top 5, si top 5, voire même peut-être plus. Donc c'est un peu frustrant. Mektounif, il doit rouler uniquement en Italie. Ouais, je suis d'accord, il doit faire que Monza, Imola, etc. Ça lui ira très bien. Donc Sami Mektounif, qui, l'un des meilleurs rookies de cette année, qui ne reviendra pas en F3 et qui montera directement en F2, on en a parlé un petit peu plus tôt, qui montera en F2 chez Trident, ça a été annoncé officiellement, et qui a fait tous les essais d'après-saison. Voilà, d'ailleurs j'ai pas trop parlé des essais d'après-saison, puisque voilà, je les ai suivis d'assez loin quand même, quand même de très loin, car c'est ininterprétable et pas très représentatif, pas très forcément très intéressant, voilà, hein, pour être honnête. Il a plus de victoires que son coéquipier qui est champion, c'est quand même cocasse. Ouais, non mais oui, Fernand Rowley qui est le seul à n'avoir jamais gagné presque. Mektounif s'en sort tellement bien avec la P8 au vu de la saison, mais voilà, c'est toujours là, les montagnes russes, etc. Je pense que voilà, le pari d'aller directement en F2, ça se tente. Il faut le tenter puisque refaire une année de F3, ça lui fera pas forcément beaucoup de bien, surtout avec des nouvelles voitures qui vont peut-être redistribuer un peu la hiérarchie. Voilà, il faut tenter de passer en F2. Clairement, moi je pense pas que c'est un pilote qu'on verra en Formule 1, je l'ai jamais considéré comme ça, mais sait-on jamais, sait-on jamais en fait. On sait jamais, dans les bonnes conditions, s'il arrive à trouver cette régularité qui lui fait défaut, il peut avoir, enfin voilà, ses hauts sont très hauts. Ses bas sont bas aussi, il y a pas mal de bas aussi, mais ses hauts sont très hauts. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, Sami Mektounif, à surveiller. Et voilà, la F2, c'est un gros championnat, les sponsors, ils adorent la F2, tout comme Victor Martins, hein, il refait une 3ème année, c'est pour les sponsors, puisque la F2 offre beaucoup plus de visibilité, d'exposition que... Oh là, je me suis perdu. Que l'European Le Mans Series par exemple. Donc, par exemple, pour un Victor Martins, pour se former au WEC, etc., a priori, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur l'European Le Mans Series à côté de la F2, en fait. Donc, voilà. Le seul à le faire, non, il y avait Lindblad aussi qui a gagné 2 features. Il a pas gagné 2 sprints et une feature. Tu me mets le doute. Je croyais. Enfin, j'ai peut-être mal. J'ai peut-être regardé un peu trop vite. Hein. Parce que c'est vrai que Lindblad a gagné pas mal de fois. Ah, c'est vrai qu'il a fait. Ah ouais, mais attends, mais Silverstone aussi. Ouais, c'est vrai. Ok, ok, ok. My bad. My bad, il a gagné Barcelone, la course principale et la course principale de Silverstone. Ouais. Ouais, après voilà, Silverstone, c'était quand même chaotique hein, quand même. Hein. La slide d'avant, on check. Oui, bah écoute. Oui, bien vu. Non, mais je l'ai vérifié, donc très bien. My bad. My bad. Il n'empêche, voilà. Il n'y a que Mektounif et Lindblad qui ont fait ça. Mais non, mais en plus, franchement, sportivement parlant, moi je préférerais voir Martins, Mektounif, peut-être pas Mektounif, puisque c'est bien qu'il ait sa chance en F2 quand même au moins une année, mais Martins qui a déjà 2 années de F2 dans les pattes, quel intérêt de faire une 3ème année? Sportivement, ça en a aucun. Ça en a aucun. Il faut mieux se former à son prochain chapitre, qui est à 99% l'endurance. Il sera là au gala FFSA, je n'ai aucune idée. En fait, j'ai aucune idée des pilotes français qui seront là au gala, puisque Isaac Adjar sera là bien évidemment. Mais l'année dernière, il y avait plein de pilotes français, puisqu'ils avaient gagné plein de trucs.
Donc là, ça a été un peu moins le cas. Il y a eu beaucoup moins de titres, beaucoup moins de titres de pilotes français. Il y en a même eu aucun, et c'est assez rare pour être souligné. Il y a eu aucun titre de pilote français en Formule de promotion. Euh, Alors, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur le tweet que tu m'as envoyé, Lucas, hein. Il y a un tweet de Formula Directa. À quel point c'est fiable Formula Directa? Toujours un peu peur, moi, des médias hispaniques qui disent Ultima hora, la directiva de Red Bull a expresado su deseo de. Ouais, bon, je sais pas parler espagnol. A exprimé son souhait que Checo Pérez cesse d'être pilote Red Bull. Des sources très proches d'Auto Racer confirment qu'Isaac Hadjar est tout proche de rouler en V-Carb. Il est plus que tout proche, hein, pour moi, selon mes infos, c'est plus que tout proche, hein. En général, les pilotes de l'équipe de France sont présents. Donc ça voudrait dire pas de mec tout nif. Car il fait pas partie de l'équipe de France, ou en tout cas pas encore. Mais ça voudrait dire Théo Finel, Justi, Gilter, Martins, Hadjar, Jean-Luc Pain, Peugeot aussi. Ouais. Mec tout nif, j'ai l'impression qu'on parle jamais de lui. Bah, il est pas dans le giron, enfin il est pas dans l'équipe de France FFSA, donc on en parle un peu moins, et puis il a eu moins de performances forcément très marquantes. Donc certes, oui, il y a ses victoires en F3, mais voilà, le fait est qu'au week-end d'après, ça refait un bas. Donc voilà, les médias, même généralistes, n'en parlent pas, en fait, n'en parlent pas, puisque bah, ça se construit pas franchement sur la durée, c'est un peu trop irrégulier. Après voilà, s'il y a des victoires en F2, crois-moi que les médias vont suivre, hein. JT en académie, c'est quand? On va parler de l'Africa bientôt. Conseil de classe F3, pour moi, félicitations du jury. Il y a personne qui les mérite. Puisque clairement, il y a un moment dans la saison où je me suis dit, il n'y a personne qui veut gagner ce titre. Le seul qui aurait pu, je pense, aller les chercher, c'est Arvid Lindblad, mais sa fin de saison a été assez laborieuse, on va pas se le cacher. D'ailleurs, ouais, beaucoup de similarités d'ailleurs avec la saison rookie d'Isaac Hadjar, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je mets beaucoup de réserves sur la première saison F2 d'Arvid Lindblad. Voilà, je mets beaucoup de réserves parce qu'il y a beaucoup de similarités avec Isaac 2023, cela dit. Donc voilà, et puis même le champion. Ouais, mais attends. Voisin, il a failli faire top 10 en Rodin, soit, mais la première moitié de saison, il est limite battu par Joseph Locke, hein. Je sais pas. Sur la deuxième moitié d'année, je suis d'accord. Voisin, voire même félicitations du jury, je suis d'accord. Mais la première moitié d'année, Voisin, j'en ai pas entendu parler une seule fois, quoi. Voisin, 17, 20, 21, 18, 21, blablabla. Enfin, c'est à partir de Silverstone où sa saison s'emballe vraiment, en fait. D'ailleurs, il marque des points que sur 3 week-ends. Pour moi, on peut pas mettre mention très bien sur 3 week-ends, hein. Non, mais je suis d'accord qu'il a fait oui, il a fait une très bonne année. Enfin, il a fait une très bonne année, mais il n'empêche que la première moitié d'année, c'était compliqué et pour moi, les Joseph Lowe qui étaient plus intéressants. Donc c'est bon, j'ai du mal à le mettre en très bien du coup. D'ailleurs, c'est la fin de Casper Stuka en sport auto. On est d'accord. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air, il avait dit dans les médias qu'il voulait passer en F2, mais bah, comment comment Et en F3, bah, les places deviennent de plus en plus limitées. Donc en tout cas, afin, limite au moins en monoplace. Pour le reste, je sais pas. Je ne sais pas. Donc en mention, il est ruiné apparemment. Wow, en majuscule, ça fait peur. Quand je dis ruiné, wesh. Oui, ça paraît super violent. Avec quel argent la F2? Oui, non mais voilà, enfin, je suis d'accord. Comment ça se fait que Rodin soit à la ramasse en F3 alors qu'en F2 ils sont bons? Tout comme pourquoi Trident ils sont à la ramasse en F2 alors qu'ils sont bons en F3? C'est des voitures différentes, c'est des ingénieurs différents, c'est des. Je sais pas, il peut y avoir vraiment pas mal de paramètres. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir ce que ça va donner avec la nouvelle voiture. Est-ce que Trident sera toujours devant? Est-ce que Rodin sera toujours derrière? Ça... Et et il y a des gens, vous me mettez des coups de pression, hein. Franchement, j'ai senti le truc dans mon cœur là. N'importe quoi, c'est faux. Ah, il y a le tweet de RBR Daily, Red Bull Daily, qui met Isaac Hadjar is reportedly close to a move, mais il n'y a rien qui a été annoncé là. Vous faites.
j'aimerais tellement. Bref, Bella, c'est un troller. Ouais, ouais, je suis d'accord là, puisque là, et il y avait un autre gars aussi, hein. Il y avait un autre gars un peu plus tôt qui avait dit Pérez en F1, enfin, Pérez reste chez Red Bull. Frérot, non, 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 non. Merci Homero. Merci Homero. Parce que là, je suis trop à cran. Je suis trop à cran. Mention bien donc pour Goethe, Mektunif, Tramnis, Leon, Voisin, Taponen. Je vais pas tous les faire, mais voilà. Fornaroli, pour moi, on pouvait pas lui mettre les félicitations du jury, puisque, bah, l'air de rien, il n'y a aucune victoire. Certes, c'est pas toujours de sa faute, hein. Par exemple, à Imola, c'est peut-être lui qui méritait de gagner, mais voilà, petit souci mécanique. Et surtout, voilà, quand t'as pas de victoire, c'est difficile de mettre félicitations du jury, quoi. Et il a toujours été très très bien, mais enfin, il n'a pas eu le petit truc en plus. Et d'ailleurs, c'est pour un Fornaroli, j'ai du mal à le voir suivre les pas de Bortoleto, par exemple. J'ai du mal à. Alors, certes, il va chez Invicta aussi, mais Fornaroli, voilà, il n'y a aucune victoire en F3, au contraire de Bortoleto. Il n'y avait aucune victoire en Freca avant ça. Euh, je. Voilà, j'ai du mal à le voir vraiment parmi les plus grands, quoi, enfin, tout simplement, en fait. Donc certes, champion de F3, monsieur régularité, certes, j'ai du mal à voir plus que ça. Alors que Bortoleto, c'était monsieur régularité, et en plus, il avait eu des très belles victoires, et des très beaux dépassements, voilà. Donc, bon, on verra ce que ça donne pour Fornaroli, notre champion F3, en F2. Cette année, il y a encore plus gros braquage que Fornaroli, c'est pour dire. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Ah bah pour moi, le gros braquage, c'est Tommy Smith et Piotr Wisnicki qui ont réussi à marquer respectivement 12 et 10 points, alors qu'ils ont été complètement à la rue toute l'année et toute leur carrière, juste parce que ils ont fait, mais ils ont fait le bon choix stratégique de pneumatique à Silverstone, lors du chaos qui était la course principale à Silverstone. Ils ont fait 4e et 5e, bravo à eux. C'était du grand n'importe quoi, mais bravo à eux pour ce petit moment de gloire. Cette GT World Challenge, la Bronze Cup Endurance, est remportée par une victoire qui n'a pas de pole, n'a pas de victoire, n'a pas fait un podium de la saison. Mais ça, c'est un peu similaire, mais Fornaroli aussi, en Freca, il a été champion au rookie en 2022, succédant de ce fait d'ailleurs à Isaac Hadjar, mais en n'ayant fait aucun podium, aucune pole bien évidemment, aucun podium de façon générale et aucune victoire rookie. Et malgré ça, il a réussi à être champion rookie. C'était un peu du grand n'importe quoi aussi. Bon, voilà, je ne vais pas décrire non plus pour tout le monde le conseil de classe, mais voici le bilan du conseil de classe. On va ensuite passer à la Freca un petit peu plus rapidement. Encore Camara, champion devant Wharton, Taponen, Justy, Badoer, Stromstead, Gilter, Clairot, Nael, Dominguez, Hugo Choukou, Delini, Zachary David, Bilinski, Peugeot, Bedrin, De Palo, Le, Beloff, Rinicella, Lacorte, Liu, Bora et Giovanni Maschio, qui sont les 24 pilotes à avoir marqué des points. J'avais envie de partager ce petit sondage de Formula Scout qui a demandé, comme chaque année, j'ai l'impression, aux 11 directeurs d'équipe de classer leurs pilotes. De classer tous les pilotes. Et voilà, ce qu'a donné le sondage de Formula Scout. Au final, ça ressemble franchement pas mal à ce qu'on a au classement réel du championnat. Alors, Taponen qui monte deuxième et qui passe Wharton troisième, Badoer qui passe Justy en quatrième position, Stromstyle, Gilter, ça bouge pas, Nael qui double Clairot pour la 8e place et Hugo Choukou qui bat Dominguez pour la 10e place. Voilà, donc c'est quand même vachement similaire. Les directeurs d'équipe ils se sont pas trop mouillés non plus pour ça, mais je trouve ça très intéressant en tout cas comme sondage à partager. Voilà, visiblement Nael a fait plus en fait, je sais pas trop, c'est. Comment dire? Je pense que c'était vraiment focus sur la saison en elle-même et pas tant sur le long terme, sur le potentiel ou sur ce genre de choses, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant, j'avais envie de partager ce truc. Ils ont reçu des menaces de la famille d'Hugo
Bah, Hugo aussi, ce qui aide, c'est le Grand Prix de Macao. Et donc ça a bien pu faire remonter. Je sais pas quand exactement le sondage a été fait, mais il a été publié il y a quelques jours, donc peut-être après Macao. La fin de saison de Naël est juste trop bonne. Ouais, franchement, ouais. Franchement, il a fini super fort et ça fait très plaisir pour notre Français qui a été annoncé chez Van Amersfoort en F3. Voilà, donc je vais pas trop me répéter parce que je pense que c'est un peu des choses qu'on a déjà dit. Giusti, Gilter qui ont ramené ART devant. Giusti, voilà, c'était la saison aussi, un peu comme Isaac Adjar, hein, une saison de tous les dangers. Et il a confirmé que Williams avait raison de miser sur lui. Il frôle le podium au championnat et avec 2 victoires sous la pluie, c'est acquis une petite réputation de Rainmaster aussi. Donc voilà, direction la F3 chez MP, c'est une excellente nouvelle. Pour Evan Gilter, voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est un rookie, on l'excuse sans souci. Et il y a quand même eu des excellentes choses pour sa première saison après son titre de F4 française. Il y a eu une victoire notamment. Voilà, il va redoubler chez ART en Freca, aux côtés notamment du champion 2024 de F4 France, Taito Kato. Voilà, là, faudra viser le top 3. Bah, faudra faire un peu une saison comme Justy l'a faite, si possible encore mieux. Et voilà, parce que je ne sais pas si ART peut vraiment, enfin, si Gilter et ART peuvent vraiment jouer le titre face au combo Slater chez Prema, ça me paraît un peu compliqué encore. Il y a évidemment un triptyque de pilotes français qui fait des podiums, des victoires rookies, ce genre de choses, etc. Théophile Naël a fini cette saison genre au sommet. C'est l'unique poleman français de la saison, on le rappelle. Même Justin n'a pas fait de pole. Il y a cette très belle victoire au Red Bull Ring. Il y a de très très belles performances voilà, sur la fin d'année, aussi sur le début d'année et aussi ce qu'il avait fait au Moyen-Orient. C'était très solide. Donc vraiment une belle carte à jouer. Vraiment un pilote, je pense, à surveiller l'an prochain en F3. Enzo Dellini, d'ailleurs, qui ne devrait pas enfin qui a enlevé d'ailleurs Red Bull de sa bio Insta. Ça confirme ce que je disais depuis Monza, depuis la finale de Freca. Enzo Dellini ne sera plus dans le Red Bull Junior Team l'an prochain. Voilà, il a fait 12e. Il y a eu deux victoires rookies, je crois, mais voilà, dans une race, on espérait bien mieux. On a quand même vu que ça a été, voilà, je pense qu'il y a des soucis, etc., extérieurs qui excusent en partie cela. Donc il va jouer très gros en 2025. Il reste quand même en bon terme, en bon terme avec Red Bull, et on n'est pas à l'abri s'il fait une saison. S'il fait une saison géniale, il peut complètement revenir comme un Pierre Gasly l'a fait en 2012-2013. 2012, Gasly est soutenu par Red Bull, il fait 10e sur son année de rookie. Red Bull se dit, bon, pas fou, on le jette. 2013, Gasly sans Red Bull est sacré champion et revient chez Red Bull pour la saison 2014. Voilà, Dellini, il sait ce qu'il lui reste à faire. Voilà, ça serait l'idéal, quoi. Mais normalement, voilà, il reviendra chez RS pour le Formule Régional Moyen-Orient et la Freca. Pourquoi Red Bull vous prenez 40 et vous virez son pote Dellini? En vrai, malheureusement, je m'y attendais. Puisque 40 c'est la même génération, quoi. Enfin, c'est. Voilà, c'est deux pilotes français de 2008. Malheureusement, je m'y attendais. Hein. Quand 40 a été annoncé, je me suis dit, bon, ça commence à puer un peu, quoi. Puisque c'est vraiment deux pilotes qui ont le même profil, etc. Et 40 a beaucoup plus le vent en poupe en ce moment. Mais voilà, en formule de promotion, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc à voir ce que ça va donner en 2025. Et voilà, on n'est pas à l'abri que Dellini revienne à un moment. Pour Enzo Peugeot, mal récompensé au final, au classement, hein, seulement 14e ou 15e. On jette Dellini, on met Fegali. C'est pas la même génération. On peut comparer Dellini et Caranta, même si Dellini il a déjà fait une saison de Formule régionale, Caranta il a fait que de la F4. Fegali, bah, c'est un pilote qui sort du karting. Enfin, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Donc Enzo Peugeot qui a fait quand même une victoire rookie et qui a quand même fait de très très belles performances un peu partout, un peu tout le temps durant la saison. Il a fait beaucoup plus, enfin, il a vraiment très largement dépassé mes attentes personnellement en tout cas, et il sera normalement le leader de Saint-Éloque en Freca l'an prochain. Donc il va repartir sur une deuxième saison avec l'équipe stéphanoise, cette fois
voilà, il ne sera pas considéré comme le troisième pilote, mais comme voilà, le pilote numéro 1. Donc ça peut être intéressant, ça peut donner de belles choses, on l'espère. Et j'ai pas parlé des autres Français. Dorian Pan, on va l'évoquer un tout petit peu juste après. Donc félicitations du jury. Camara, bon, il a atomisé la saison, hormis le Red Bull Ring, il a été parfait. J'ai mis Giusti, mention très bien. Gilles Naël, Peugeot en bien. Deligny en assez bien. Passable pour Dorian Pain et Andriolo. Puisque Andriolo, on a quand même vu des petits bons trucs sur la fin d'année. Dorian Pain aussi. Voilà. Bon, Edgar Pierre, malheureusement, c'était très 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 compliqué quand même. Très vite, la F1 Academy, je ne vais pas m'éterniser ultra longtemps sur ce championnat, puisque c'est un championnat qui est un peu illisible. Hein. Stromstad pend très bien, c'est honteux. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Et je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas encore complètement convaincu. En fait, dans ma tête, j'ai encore la saison 2023 où il se fait atomiser par Cristiano et Enzo Deligny en F4 espagnol. Donc Stromstad, voilà, pour moi, il a été dans une très très bonne RPM. Et il a fait de très bonnes performances. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie de le mettre dans la même catégorie que Wharton, Tappen, Justy Badauer. Pas encore, mais peut-être qu'en F3, il va faire mieux. J'avoue que c'est un peu limite. Je suis d'accord. Donc pour la S1 Academy, Dorian Pain, bon, quand elle gagne très facilement. Mais le souci de la F1 Academy, c'est que ce championnat est complètement illisible. Les performances varient énormément d'un round à l'autre. On a des pilotes qui explosent un week-end et qui sont nulle part le week-end suivant. C'est difficile à lire, franchement. C'est franchement très 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 difficile à lire. Donc voilà, Dorian Pain a fait quand même une première saison avec quelques victoires en F1 Academy, en F4 Emirati aussi on le rappelle, mais c'était très compliqué en Freca. Elle va repartir sur le même programme Freca F1 Academy en 2025, normalement, ça n'a pas encore été annoncé. La F1 Academy, comment c'est possible d'avoir autant de différences entre les équipes pour un championnat de F4? Oh, ça c'est pas un souci, un championnat de F4. La F4 italienne, il y a des différences de fou malade entre Prema et Mafia Racing, par exemple. Enfin, je comprends pas ce programme pour 2025. Bah, moi je le comprends, mais il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions. Car, a priori, Dorian Pain, donc voilà, sera chez Prema en Freca, en F1 Academy. Freca pour le côté sportif, pour se former voilà, sportivement, pour avoir les armes, pour ensuite peut-être continuer en F3, en F2, etc. Et sauf que la Freca, c'est invisible. C'est invisible. En dehors de moi, qui parle de l'Africa en France? Personne. Hein. Je veux dire, il faut quelque chose de médiatique, il faut exister à côté. Et c'est pour ça que la F1 Academy est là. La F1 Academy, ça ne sert à rien sportivement. Voilà, la voiture est ultra, ultra, ultra facile à piloter. On n'apprend rien en pilotant dans une F1 Academy. C'est encore pire. Enfin, c'est une F4 facilitée. Puisqu'il y a des petites différences qui ont été faites entre la F4 originale de Tatus et la F1 Academy. C'est vraiment une F4 facilitée, quoi. Donc voilà, pour moi, quand tu es une pilote féminine, malheureusement, tu es un peu obligé, je pense, en tout cas, quand tu es à ce stade de ta carrière, tu es un peu obligé de passer par la F1 Academy, puisque tu existes, alors qu'en Freca, tu n'existes pas. C'est la dure réalité. Hein. C'est la dure réalité. Donc voilà, ce qui me fait peur en fait, c'est qu'elle soit potentiellement dans la 4e Préma l'an prochain en Freca, et il faut qu'elle soit plus que dans une 4e Préma. Il faut pas qu'elle ait le 4e meilleur matériel de Préma. Il faut vraiment qu'elle arrive à se battre pour avoir les mêmes armes que les autres, pour être sûr que voilà, que tout le monde est sur un pied d'égalité et qu'elle aura pas le matériel un peu usagé ou un peu voilà, parce que les Iron Dams c'était quand même un petit peu ça quoi. Mais bon. Pour moi, elle devrait focus l'endurance, mais c'est très personnel comme avis. La monoplace, j'y crois plus trop. C'est sa dernière chance. On est tous d'accord là-dessus. 2025, c'est sa dernière chance. Au bout d'un moment, va falloir arrêter les frais. Si elle nous refait une saison similaire exactement,
voilà, il faudra passer à autre chose. Là, première année d'apprentissage, bon, ok, mais voilà, va vite falloir progresser, passer plusieurs caps en plus. Et voilà, j'espère qu'elle aura les armes pour le montrer. Elle gardera le soutien de Mercedes? Oui, 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 pas de souci sur ça. Pas de souci sur ça pour 2025. Allez, on passe très vite à la Formule 4 française avec voilà, le champion Taito Kato qui a été annoncé en Freca chez ART. Yannis Steven Edens, petite annonce d'ailleurs en fin de live. Yannis Steven Edens, vice-champion devant Jules Caranta. Voilà, ça a été vraiment les 3 pilotes qui ont été étincelants cette saison. Voilà, petit conseil de classe très rapidement parce qu'on va pas débriefer tout. Kato, Steven Edens, Camara. Ouh, le beau petit lapsus. Kato, Steven Edens, Caranta, bon de toute façon voilà, c'est les 3 pilotes qui ont été complètement, enfin qui ont survolé cette saison de F4 française, donc voilà, c'est une évidence de les mettre là. Kiefer, Porter, Ruiz, qui ont aussi été extrêmement bons, voilà, peut-être à des moments un peu différents, ou voilà, et qui ont été vraiment, voilà, c'est mes 4e et 5e pilotes de cette année. Ensuite, voilà, Bernier, Caretti, Masson, O'Grady pilote extrêmement sous-coté en sachant qu'il a loupé quasiment tous les essais. La fin de Chester en monoplace, oui, Chester Kiefer qui va se réorienter en Porsche Carrera Cup France. C'est quand même un très beau championnat et j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque Kiefer, il peut avoir un vrai potentiel, le pilote luxembourgeois. Voilà, je ne vais pas décrire tous les pilotes. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait une petite review de la F4 française sur feederseries.net. Et enfin, ah oui, bon, là voilà, j'ai mis tous les classements de la GB3, de l'Eurocup 3, de la F4 espagnole, de la F4 italienne. Tout ça pour dire que comme pilote à surveiller pour le futur, on en reparlera très vite. De toute façon, voilà, Mattia Colnaghi, Quinoa Lazari, Maciej Gladic, Juan Cota et Ernesto Rivera en F4 espagnol. On avait Javier Sagrera, Christian O en Eurocup 3 d'ailleurs. On ne sait toujours pas qui est le champion de l'Eurocup 3. O'Grady a raté les essais dû à son âge? Non, dû à son budget. Il faisait pas les essais du jeudi. Il manquait 4 heures. Enfin, il manquait 2-3 heures d'essai à chaque fois, et il arrivait au qualif avec seulement 25 minutes d'essai libre, alors que tous les autres pilotes avaient 2-3 heures d'essai libre en plus, quoi. En F4 italienne, Slater qui a atomisé la saison et battu le record de victoire d'Antonelli en F4 italienne avec Yamakoshi, Bora, vraiment des pilotes à surveiller. Ouais, la F4 italienne, je pense, c'était vraiment un bon cru, je pense, cette année. Et en GB3, on avait aussi Louis Sharp, John Bennett, dont on a parlé. En F2, Kucharczyk, Cresswell, McIntyre, notre Français Arthur Rojon, qui était 8ème et qui devrait partir de la monoplace. Enfin, voilà, petites annonces pour les prochains lives. Mercredi à 18h30, on se retrouvera pour un live avec Yannis Steven Edens, le pilote belge, le vice-champion de F4 française. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas ni tram ni train, parce que là je pense qu'il aurait fait une syncope. Mais voilà, si vous connaissez des Belges, invitez-les, car voilà, on invite l'espoir numéro 1 de la Belgique sur Twitch. Voilà, l'espoir numéro 1 de la Belgique, puisque clairement Cordil, c'est pas vraiment un espoir. Je sais pas si on aura l'occasion de l'évoquer ou pas, mais voilà, vous pourrez poser vos questions à Yannis Steven Edens. Moi aussi, j'aurai mes questions de mon côté, vous en faites pas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir avec tous vos amis belges aussi. Ça sera le premier invité non français. Hein. Et voilà, dans les prochains mois, enfin voilà, à partir de maintenant, j'espère pouvoir me tenir à un invité par mois. J'aimerais bien essayer de continuer ça, parce que je trouve franchement sympa d'inviter des pilotes. On avait déjà invité Gilter, Naël, Giusti, Mektounif et je ne crois oublier personne. Et donc voilà, Steven Edens sera notre 5e invité. On verra, d'ailleurs son avenir est toujours incertain. On verra si on aura un peu plus de réponses sur ce que fait le vice-champion de Formule 4 française. Mais j'ai déjà des idées d'invités pour janvier, février. Normalement ils sont partants, faut voir comment ça se goupille, mais voilà. Espoir numéro 1 de la Belgique, en oubliant Ramakers et Van Langen donc. Espoir numéro 1 de la Belgique, en monoplace j'ai dit. Ramakers et Van Langen donc, ils n'arriveront a priori en monoplace pas avant 2026, a priori.
Voilà, demain d'ailleurs j'ai une nouvelle interview avec un jeune pilote enfin voilà, un jeune pilote français dont je fais la propagande de façon absolument éhontée depuis quelques semaines. Voilà, je pense que vous pouvez facilement deviner de qui il s'agit. Donc mercredi, voilà, live, jeudi, trophée du sport automobile de la FFSA à Boulogne-Billancourt. Ah, je pense qu'il y en a qui ont trouvé la bonne réponse. Je ne sais pas encore si ce sera une interview qui sortira sur Feeder Series ou juste sur mon compte Twitter. Il faut voir à quel point ça peut être pertinent. Et voilà, j'espère avoir des bonnes nouvelles à raconter venant d'Andy Consani, le jeune pilote français né en 2010, on le rappelle. Ce sera la première fois d'ailleurs que je vais interviewer un pilote né en 2010. Ça pique. Un pilote quasiment 10 ans plus jeune que moi, ça pique beaucoup, ça pique vraiment beaucoup. Et lundi prochain aussi, on se retrouvera pour faire un petit bilan des junior teams. On va parler de tous les pilotes engagés dans les junior teams, que ce soit chez Red Bull, que ce soit chez Mercedes, Ferrari, même Aston Martin et la fameuse, la grande, l'unique Sauber Academy. On va évoquer tous les junior teams. Tous les pilotes des junior teams et même évoquer les junior teams de façon un peu plus globale, puisque l'air de rien, ça a été une année assez prolifique pour les académies avec pas mal de pilotes qui montent en F1. On espère avoir bientôt une annonce autour d'Isaac Hadjar. Voilà. Pour l'instant, pas de live prévu sur la semaine du 30 décembre. On verra. On verra. Peut-être un live un peu chill pour revenir sur mes pronostics du début d'année. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo et bien se marrer, parce que je pense qu'il y a eu des gros flops malheureusement. Et puis ensuite, bah voilà, on sera en début janvier, il sera le temps de commencer une nouvelle saison en 2025 et voilà, peut-être avec un pilote du championnat de Formule régionale Moyen-Orient qui reprendra mi-janvier, ça peut être intéressant. Bref, voilà, donc désolé pour mon absence ces 2-3 dernières semaines, ça a été assez agité, mouvementé, etc. Un live champagne pour l'annonce de Hadjar, mais moi est-ce que j'espère, enfin, c'est possible, c'est possible, bah ça dépend de quand ça tombe, ça dépend de si je suis dispo, de si je suis à la maison ou pas. Mais clairement, si ça arrive par exemple demain soir, même si c'est un live que pour 15 minutes, clairement, j'en parlerai. J'en parlerai. On verra et on espère que l'annonce arrivera le plus tôt possible. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour ce premier live depuis 3 semaines. Il y a, voilà, on se dit à très bientôt à mercredi soir avec Yannis Steven Aidens. Et voilà, je suis de retour sur Twitch, ça fait plaisir. Et mercredi, non, mercredi, Colline, mercredi. Mercredi. Ah oui, à jeudi pour le gala FFSA, bah oui, évidemment. À jeudi, Colline, à jeudi, les pilotes de F1, Esteban Ocon, Pierre Gasly, si vous passez sur le live, calculez-moi, s'il vous plaît. Et donc, voilà, très bonne soirée à tous, à mercredi pour le live avec Yannis Steven Adams. Bye bye.